Mais la démocratie, non. Ça n'est pas la loi de la majorité. Évidemment, démos, kratos, l'autorité du peuple, le fameux gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, formule de Lincoln qui est passée dans le domaine public maintenant. Mais la démocratie, non, ça n'est pas la loi de la majorité. La démocratie, c'est le règne du droit. Et c'est ainsi que d'ailleurs l'ont défini un certain nombre de philosophes, dont le philosophe français Alain. La démocratie est le règne du droit, ce qui signifie que la première question que pose la démocratie, c'est celle de l'existence de la règle. Et bien entendu, l'existence de la règle suppose l'élaboration de la règle. Et comment s'élabore la règle? Alors, la plupart des démocraties qui se proclament comme telles sont des démocraties représentatives. Alors, vous en avez une qui est un peu plus originale, parce que alors qu'à l'époque, même Platon, Aristote, tout ça, considéraient que la démocratie dans la cité est impossible parce que la totalité du peuple ne peut pas être réunie. Donc d'abord, il faut rester à l'échelle de la cité, et ensuite, même à l'intérieur de la cité, ce n'est pas tout le monde qui peut se rassembler pour délibérer. Donc la démocratie représentative est en fait un mode de gouvernement plus simple à mettre en place. Bon. Et la plupart des sociétés démocratiques sont des sociétés organisées autour de la démocratie représentative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'élaboration de la règle se fait par délégation du peuple. Dans ce gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, l'exercice qui consiste à élaborer les règles communes est confié à des représentants du peuple. Donc c'est la question de l'existence de la règle et de son élaboration. C'est donc évidemment aussi la question du respect de la règle et donc des limites qui sont infligées aux citoyennes et aux citoyens, mais aussi au pouvoir d'État. Ici, au pouvoir d'État. Et c'est un des grands charmes de la démocratie. C'est qu'une vraie démocratie, elle entend la règle qui s'impose à nous tous, elle entend surtout la capacité à respecter la minorité, parce que oui, évidemment, dans les démocraties représentatives, c'est bien la majorité qui finalement va élaborer la règle, puisque ce sont les représentants majoritaires du peuple qui vont élaborer la règle, mais la force de la démocratie, c'est d'être capable de protéger et de respecter la minorité d'opinion politique ou les minorités dans la société. Mais les limites ne se posent pas seulement aux citoyennes et aux citoyens. Le propre de la démocratie, c'est d'imposer des limites au pouvoir d'État. Ce qui nous conduit très directement au concept de l'État de droit. Qu'est-ce qu'un État de droit? Alors là aussi, les ambiguïtés courent les rues. Parce que souvent, on pense que l'État de droit, ben oui, en fait, c'est une démocratie, c'est voilà, il y a une loi, il y a une règle, on l'applique. Non, l'État de droit, c'est plus subtil que ça. Et c'est surtout plus exigeant que cela. L'État de droit, c'est une société où l'État ne va pas seulement élaborer la règle, et nous allons voir sous quelle forme, mais où l'État doit respecter la règle. Un État de droit est une société où l'État respecte le droit. Il est important que nos citoyennes et nos citoyens comprennent cela. L'État de droit, ce n'est pas une société où il y a un État parfaitement identifiable et identifié et qui impose ses lois. Parce que la démocratie étant le règne du droit, nous sommes soumis à ce droit-là. Et si ce droit devient abusif, nous restons soumis à ce droit-là. La démocratie, son fleuron même, c'est d'être un État de droit et par conséquent de veiller à ce que l'État respecte le droit. Et dans les sociétés, il y a parfois un ordre judiciaire spécialisé dont la mission consiste à veiller à ce que l'État respecte le droit et qui peut être saisi par toute citoyenne ou tout citoyen qui considère que dans un rapport direct entre l'administration et elle et lui, que dans une décision collective, l'État outrepasse le droit. Donc l'État de droit est bien une société où l'État est d'abord tenu de respecter le droit. Nous sommes donc, à partir de cette démocratie
qui est le règne du droit et non pas simplement la loi de la majorité. Arriver à l'état de droit, qui n'est pas simplement une société où nous vivons autour du droit, mais où l'État, lui, est tenu de respecter le droit. Et par cette volonté générale, par ces institutions et par ce contrat social, c'est-à-dire cette délégation de pouvoir que les citoyennes et les citoyens font, concèdent à l'État, nous en arrivons à la chose publique. À la chose publique, c'est-à-dire à la République, la res publica, la chose publique, la chose qui est nôtre, qui est notre bien commun, qui suppose une morale publique et qui est censée s'épanouir autour de la mise en place de services publics et de la définition d'un commun. Pas seulement du bien commun, mais d'un commun. C'est-à-dire dans l'évolution de nos sociétés, dans l'évolution de nos environnements, que ce soit nos environnements physiques, nos environnements économiques, nos environnements sociaux, nos environnements culturels, nos environnements géopolitiques, dans tous ces environnements-là, la nécessité de définir des en communs et de veiller à ce que nous ayons tous accès à ces en communs. Donc, la démocratie, l'état de droit et la République nous rappellent que dans nos sociétés, ce qui nous tient ensemble, c'est d'abord le pouvoir qui émane de nous. Je ne vais pas remonter à Hobbes ni à John Locke, ce sont probablement des théories que vous maîtrisez ici. Ces pouvoirs qui émanent de nous et que nous déléguons. Et la maturité dans la démocratie consiste à ne pas s'endormir sur la délégation donnée, ni se contenter de simplement, tous les 5 ans, tous les 4 ans ou tous les 6 ans, de renouveler ou de montrer du mécontentement. Et cela nous conduit à une considération cardinale, à savoir, dans nos démocraties, comment nous veillons au respect du traitement de cette délégation de pouvoir. Autrement dit, quelle est notre vulnérabilité majeure? Et c'est là que nous voyons que la question n'est pas tant de l'origine de la démocratie, qui est le sujet constamment débattu. L'origine de la démocratie, comment s'exprime cette volonté générale, qu'est-ce que la démocratie représentative et qu'est-ce que cette démocratie directe, est-ce que ce sont les élections, quelle est la fréquence des élections, qu'est-ce que l'abstention, que signifie la progression de l'abstention, est-ce que le vote blanc doit être pris en compte ou pas pris en compte? Ça n'est pas tant l'origine, elle est importante l'origine de la démocratie. Et c'est là que nous nous posons comme sujet de droit. C'est là que nous cessons d'être passifs. C'est là que nous cessons d'être spectateurs d'une société organisée autour d'institutions dont nous avons perdu le premier jour de ces institutions dans la nuit des temps et à laquelle nous nous sommes habitués. Donc la question du contrôle est une question essentielle. Et c'est à cette vigilance que nous sommes appelés. Comment s'effectue le contrôle dans nos démocraties? Et cette question est fondamentale, elle a d'ailleurs travaillé les philosophes. Vous connaissez les théories de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs. D'abord sur les pouvoirs, ensuite sur la séparation des pouvoirs. Et non pas simplement le principe de la séparation des pouvoirs, mais l'organisation des choses de façon à ce que le pouvoir arrête le pouvoir. Donc la question de l'instauration des pouvoirs et du fonctionnement des pouvoirs est une question essentielle. Et la question du contrôle du fonctionnement de ces pouvoirs, du contrôle de l'organisation des pouvoirs, du contrôle de la séparation des pouvoirs et de ce que les philosophes par la suite ont appelé l'équilibre des pouvoirs, c'est-à-dire effectivement la possibilité pour un pouvoir d'arrêter un autre pouvoir, cette question-là est essentielle. Et elle est entre les mains des citoyennes et des citoyens. Une démocratie vivante, une démocratie dynamique, une démocratie qui conserve toute sa vitalité est une démocratie où les citoyennes et les citoyens se posent la question du contrôle des pouvoirs et interviennent pour s'assurer le bon contrôle de ces pouvoirs.
Mais il est intéressant de noter que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, vous le savez, date de 1789, de la Révolution, et qui aujourd'hui encore est dans la Constitution française, et donc constitue ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, dans cette déclaration, il est dit à l'article 16 que toute société où la garantie des droits n'est pas assurée et la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Donc, le fait que le constituant de 1789 ait pu poser les choses de façon aussi claire et aussi explicite indique très clairement la nécessité de veiller au contrôle des pouvoirs. La démocratie pose un défi permanent. Et ce défi, oui, il est bouleversé, bousculé par les populismes que moi je vais mettre au pluriel. Le populisme qui nous écœure et qui nous rebute aujourd'hui est juste l'expression d'une de nos immenses défaites. Nous avons laissé prendre un concept par des démagogues qui instrumentalisent le peuple parce que dans les périodes difficiles, lorsque les activités économiques rétrécissent, lorsque les salaires ne permettent pas une vie décente, lorsque l'accès au pouvoir public, aux services publics, l'accès aux grands services culturels, la mobilité sur le territoire, la possibilité de changer de classe sociale, d'accéder à des métiers qui sont inhabituels dans la catégorie sociale où on est né, lorsque la situation économique est telle, évidemment, parfois progressivement, mais parfois brutalement, monte une colère, une rancœur, une fureur qui a besoin d'évacuation, qui a besoin de débouchés, qui a besoin de prétextes, qui a besoin de boucs émissaires. Et il y a toujours là des personnes, des démagogues, pour les appeler, les qualifier comme ces personnes le méritent, qui viennent se répandre sur ces colères, sur ces frustrations, sur ces mal-être, et leur offrir un débouché facile. Et le débouché facile, c'est évidemment le voisin, c'est évidemment l'étranger, c'est évidemment la personne qui a une différence quelconque, une différence d'apparence, une différence d'appartenance, une différence d'affinités amoureuses, une différence d'apparence physique par la peau, par la couleur de la peau, d'apparence physique par le handicap éventuellement. Voilà, une personne qui a une différence, qui est identifiable, ou parfois par une religion tout simplement. Il y a donc toujours la possibilité de désigner des boucs émissaires. Et c'est ce que sont devenus les populismes. Je vois mal comment nous pourrons très vite reprendre ces termes-là. Il faudra pourtant œuvrer à les reprendre. Vous vous souvenez que, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale et l'instauration du Troisième Reich et l'horreur nazie sur toute l'Europe, des écrivains, des personnes comme von Humboldt ou Brecht, disaient qu'il fallait nettoyer les mots. Il y avait des mots, parce que le pouvoir commence par le verbe. Hein. Nous savons bien que le pouvoir commence par le verbe. Le conditionnement des personnes, et notamment des électrices et des électeurs, se fait par le verbe. Et Brecht, notamment, disait qu'il fallait lessiver des mots. Il y avait des mots à reprendre, les lessiver, les nettoyer avant de les remettre en circulation. Populisme est un mot qu'il nous faudra arriver à reprendre. Sous quelle astuce, je ne sais pas, ça semble compliqué, parce que nous sommes nombreux dans plusieurs pays européens à essayer de lui donner un autre contenu, mais manifestement, nous n'y arrivons pas. Parce que c'est toujours plus difficile de dire la sophistication des choses, leur complexité, leur subtilité, que de dire les choses à l'état brut. C'est toujours plus difficile d'en appeler à l'intelligence que d'en appeler à l'instinct. C'est toujours plus difficile de dire aux personnes « Attendez, voyons les nuances de ce mot et de ce qu'il transporte », plutôt que de voir grossièrement ce qu'il signifie. C'est toujours plus difficile et ça prend plus de temps. Mais il nous faudra accomplir cet effort de reprendre ce mot, de le lessiver de façon à pouvoir le remettre en circulation. Alors, de populisme. Moi, je ne les appelle pas populistes, à vrai dire. Je n'utilise pas le mot. J'évite complètement.
le mot, le concept. Ce sont des démagogues et je n'ai aucune raison de les habiller différemment. Donc les démagogues qui flattent les gens et qui les empêchent de s'élever, qui les empêchent d'aller chercher en elles, en eux, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bon, même si ça demande des efforts, même si ça demande de vraiment prendre sur soi. Ces personnes-là, non, ne sont pas des populistes parce que ça ne représente pas le peuple. Ça ne représente pas le peuple. Mais c'est vrai qu'ils ont vraiment accaparé le terme. C'est un hold-up parfaitement réussi. C'est un vrai casse. Donc, vous en avez, il y en a en Europe. Il y en a en Europe. Est-ce que la solution, c'est d'aller leur parler? Moi, non. Moi, je refuse, et ça fait 20 ans que je refuse. Je refuse. Je ne dis pas qu'il faut interdire les partis qui se réclament, qui sont ouvertement xénophobes, ouvertement racistes, ouvertement antisémites, ouvertement machin, parce que c'est souvent le cas pour ce type de partis-là. Je ne dis pas forcément qu'il faille les interdire. Je dis qu'il faut traquer chacune de leurs paroles, qu'il faut les traduire en justice et les sanctionner lorsque leurs paroles ou leurs actes transgressent la loi commune. Mais je ne m'impose pas de débattre avec ces personnes-là, parce que pour débattre, j'estime qu'il faut un socle commun. Je ne débats pas de la démocratie à l'intérieur de la démocratie avec des personnes qui ont des pratiques antidémocratiques. Je ne débats pas des lois, des règles et des valeurs républicaines à l'intérieur d'une république avec des personnes qui profèrent des idées et ont des pratiques anti-républicaines. Une des grandes faiblesses des démocraties, c'est pour ça que la question du contrôle du fonctionnement des démocraties est essentielle, une des grandes faiblesses des démocraties, c'est de ne pas être capable de faire face aux ennemis de la démocratie. Parce que les démocraties portent en leur sein des ennemis de la démocratie. Et nous ne savons pas, nous n'avons pas encore mis en place le dispositif et surtout l'état d'esprit qui nous permet de lutter contre les ennemis de la démocratie. Nous nous proclamons républicaines et républicains, parfois dans les sociétés où c'est le cas, sans être capables de mettre en place de quoi neutraliser les anti-républicaines et les anti-républicains. Comment pouvons-nous, nous, citoyennes et citoyens actifs, sujets de droit, soucieux de la cohésion de nos sociétés, préoccupés de l'avenir des générations suivantes, comment nous renforçons nos démocraties? Comment nous les consolidons? Comment nous les rendons saines, nos démocraties? Comment nous faisons en sorte que par leur propre vitalité, nos démocraties marginalisent les démagogues, les cracheurs de haine, celles et ceux qui savent tellement en appeler aux bas instincts, aux passions négatives, les passions tristes de Spinoza, qui les remuent et qui les tournent contre l'autre, juste l'autre, l'autre qui n'est qu'un autre moi-même, qu'une autre moi-même, à plus forte raison si l'autre est différente, si l'autre est différent, par n'importe quoi, par sa façon de dire, sa façon d'être, par son apparence, par ses croyances, par ses non-croyances, par ses goûts littéraires, musicaux, artistiques en général, par ses goûts des autres, ses goûts de l'air, l'autre qui est un univers en soi, qui interpelle mon propre univers, qui est un miroir de moi, qui me permet de me découvrir moi, l'autre qui est d'abord un visage, l'autre qui me rappelle juste moi, mon appartenance à l'espèce humaine, l'unité de cette espèce humaine et mon devoir ontologique de protéger l'autre, où qu'il soit, où qu'elle soit. Et c'est pour ça que tous ces concepts, même hautement philosophiques et en plus empiristes, tous ces concepts sont surplombés par une exigence éthique, au sens où l'entendait Paul Ricoeur, c'est-à-dire les choses bonnes,
dans des institutions justes avec et pour les autres. L'éthique, ce sont des choses bonnes dans des institutions justes avec et pour les autres. Pas juste des institutions justes pour moi, avec et pour les autres. Et c'est tout le sens de la démocratie, de nous rappeler que nous sommes égales, nous sommes égaux, de nous rappeler que nous sommes liés par un destin commun, mais que ce destin n'est pas établi, qu'il n'est pas donné, et que c'est nous qui le forgeons. Et que si nous sombrons dans la démagogie, que si nous laissons la main à celles et ceux qui ne tracent que des fractures dans nos sociétés, qui ne font que nous dresser les unes contre les autres, si par manque de vigilance, par manque de lucidité, par manque de courage, par manque de volonté, nous laissons faire, nous devenons complices. Quelles que soient nos qualités personnelles, quels que soient nos engagements, quelles que soient nos grandes et belles idées, et quel que soit le peu que nous pouvons faire peut-être tout près de nous, nous devenons complices. C'est une responsabilité colossale, considérable. Et c'est parce que nous avons failli jusqu'à maintenant. Même si individuellement nous avons réussi, même si individuellement chacun d'entre nous a fait du mieux qu'elle pouvait, du mieux qu'il pouvait, même si individuellement nous avons donné tout ce que nous étions capables de donner, collectivement, nous avons failli. Si par manque de vigilance, par manque de lucidité, par manque de courage, par manque de volonté, nous laissons faire, nous devenons complices. Quelles que soient nos qualités personnelles, quels que soient nos engagements, quelles que soient nos grandes et belles idées, et quel que soit le peu que nous pouvons faire peut-être tout près de nous, nous devenons complices. C'est une responsabilité colossale, considérable. Et c'est parce que nous avons failli jusqu'à maintenant. Même si individuellement nous avons réussi, même si individuellement chacun d'entre nous a fait du mieux qu'elle pouvait, du mieux qu'il pouvait, même si individuellement nous avons donné tout ce que nous étions capables de donner, collectivement, nous avons failli. C'est pour ça qu'il leur arrive d'être forts. C'est pour ça qu'il leur arrive de parler haut. Mais c'est à nous de parler clair. Et vite, et vite. Car comme le disait cet immense poète mexicain Octavio Paz, le temps est passé d'attendre la venue du temps.